Salut à tous, nous sommes le mardi 7 octobre 2025 et notre ami Scott Ritter est avec nous. Bienvenue Scott. Merci de m'avoir invité. Commençons Scott, par ce qui se passe dans le conflit en Ukraine, plus précisément à propos des missiles Tomahawk. Beaucoup de gens ont critiqué Vladimir Poutine, sa position récente et la manière dont il a parlé de la réponse de la Russie si les États-Unis décidaient d'envoyer ces missiles en Europe, puis en Ukraine. Les personnes qui critiquent Poutine disent qu'il n'a pas été très ferme dans le langage qu'il a utilisé pour avertir l'Occident. Mais il me semble que Vladimir Poutine est la voix de la raison, la principale raison pour laquelle nous n'avons pas eu de guerre nucléaire ou de troisième guerre mondiale à cause du conflit en Ukraine. Cela dit, ces critiques ont un certain fondement. Et voici ce que Donald Trump a déclaré hier, ce que je trouve extrêmement problématique. Voici ce qu'il a dit. Avez-vous pris une décision concernant la fourniture de missiles Tomahawk à l'Ukraine ou leur vente à l'OTAN pour qu'elle les transfère ensuite à l'Ukraine? Ouais, j'ai en quelque sorte pris une décision, plus ou moins, si on y réfléchit. Ouais, je crois que je veux savoir ce qu'ils en font. Oui. Vous savez, où les envoient-ils? Je suppose que je devrais poser cette question. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Elle n'aurait jamais commencé. Un très mauvais jugement a été exercé là-bas. Je pense que c'est le cas des deux côtés d'ailleurs. Mais personne ne sort grandi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Personne. C'est horrible. Cette semaine, ils ont perdu plus de 7000 soldats à eux deux. Chaque semaine, ils en perdent 7000. 8000, 5000. Ils ont une portée d'environ 500 miles. Non, je sais. Non, je poserai quelques questions. Je ne cherche pas à précipiter les choses. Il dit littéralement, Scott, qu'il a pris sa décision, enfin, en quelque sorte, d'envoyer des missiles Tomahawk à l'OTAN et à l'Ukraine, mais qu'il veut d'abord savoir ce qu'ils en font. Ils ne vont pas les utiliser pour décorer leur salon. C'est ce que tu comprends. Eh bien, tout d'abord, pouvez-vous me donner les noms des personnes qui disent que Vladimir Poutine est faible? Ce n'est pas seulement à propos d'une personne en particulier, parce que je veux pas... Enfin, je sais qui est cette personne. C'est Gilbert Doctorow, et il raconte n'importe quoi. Je vais le dire tout de suite. Ce qu'il dit est d'une irresponsabilité grossière et reflète une ignorance totale de la réalité de la Russie. C'est un homme qui reste assis en Belgique à regarder la télévision russe. Il passe des coups de fil à une poignée d'élites russes marginalisées, impuissantes comme pas possible, sans aucun lien avec les véritables structures de pouvoir en Russie. Vladimir Poutine bénéficie de plus de 80% de soutien parmi le peuple russe. Jamais, dans l'histoire du monde, un dirigeant jouissant d'un tel niveau de soutien populaire n'a été renversé par un coup d'État. Jamais. Donc Doctorow ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Et c'est très dangereux pour lui de dire cela. Et c'est très dangereux pour les gens de lui accorder du crédit parce que c'est complètement déconnecté de la réalité. Cela ne fait même pas ce qu'il pense que ça fait. Tout d'abord, cela ne change absolument rien en Russie. Vous croyez que les Russes en ont quelque chose à faire de ce que pense ou dit Gilbert Doctorow? Non, pas du tout. Ce que cela fait, en revanche, c'est renforcer ceux qui entourent Donald Trump. Et c'est pour cela que je suis en colère, et c'est pour cela que je m'exprime de cette manière. Vous voyez, il y a des russophobes en Amérique. Doctorow affirme qu'il ne l'est pas. C'est un soviétologue à l'ancienne qui cherche quoi qu'il cherche. Ce qu'il n'est pas, c'est un expert de la Russie contemporaine. Ce qu'il n'est pas, c'est un expert du contrôle des armements. Ce qu'il n'est pas, c'est un expert de la guerre. Et apparemment,
Il n'est pas non plus un expert de la politique américaine. Parce que s'il l'était, il comprendrait que ce qu'il dit alimente les clichés des russophobes qui entourent actuellement le président des États-Unis. Pourquoi le président agit-il comme il le fait? Il y a deux raisons. Premièrement, il est embarrassé, et c'est toujours problématique. C'est un homme qui avait dit qu'il allait décrocher le téléphone et mettre fin à la guerre. C'est un homme qui affirmait entretenir une excellente relation avec son bon ami Vladimir Poutine, et qu'une fois qu'ils se seraient rencontrés et auraient discuté, Poutine verrait la lumière et ferait ce que Donald Trump voulait qu'il fasse, c'est-à-dire mettre fin à la guerre, non pas en s'attaquant à toutes les causes profondes du conflit, mais en donnant une belle image de Donald Trump à temps pour obtenir le prix Nobel de la paix. Donald Trump a investi beaucoup de capital politique pour tenter d'arrêter le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et il a échoué. Il a échoué parce que ce n'est pas ainsi que la Russie fonctionne. Ce n'est pas ce que représente la Russie. La Russie est engagée dans un conflit existentiel qui exige qu'elle l'emporte selon des conditions qui lui soient acceptables. Tout résultat inférieur dans un conflit existentiel signifierait que la Russie ne survit pas. Je veux rappeler aux gens, y compris à Gilbert Doctorow, que les États-Unis poursuivent actuellement une politique qui a commencé sous l'administration Biden, du moins formulée par Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, en 2022, mais qui remonte en réalité encore plus loin. Je veux dire, on peut remonter à 2004. Hey Gilles, rappelle-moi ce que c'était. Ah oui, la révolution orange à Kiev. Tu l'as étudiée celle-là, Gilbert. Comprenez-vous le rôle que la CIA a joué en tentant de provoquer un changement de régime à Kiev et pourquoi elle l'a fait? Êtes-vous au courant de ce qui se passait en 1991 avec la CIA et les Banderas? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2008 lors du Reset? Pensez-vous vraiment qu'il s'agissait d'une véritable relance diplomatique? Que l'administration Obama était disposée à repenser radicalement son approche de la Russie? Ou n'était-ce qu'une couverture diplomatique pour des opérations de changement de régime en cours? Car le Reset visait avant tout à écarter Vladimir Poutine et à faire venir Dmitri Medvedev. Cette politique se poursuit depuis un certain temps déjà, menée par des russophobes qui estiment que la Russie devrait être subordonnée aux États-Unis. Et si Vladimir Poutine acceptait des conditions de paix dictées par Donald Trump, alors la Russie serait à jamais subordonnée aux États-Unis, subordonnée à l'Europe, et permettrait à l'Ukraine, ce point dans le ventre de la Russie, d'exister comme membre de l'OTAN, sinon formellement, du moins de facto. Un allié doté d'une grande armée formée par l'OTAN et équipé d'armes modernes de l'OTAN, y compris de missiles de frappe à longue portée. La Russie ne permettra jamais que cela se produise. Gilbert devrait le savoir, et tout le monde aussi. Mais le président est embarrassé. L'autre problème, et c'est là que j'ai un gros désaccord avec Gilbert, c'est que vous allez réellement soutenir que Vladimir Poutine est vulnérable à un coup d'État. Cela signifie que l'Occident a une chance. Tu sais, allez Gilles, tu sais à quoi tu ressembles. Tu ressembles à Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Tu sais quand il court après la femme et qu'elle lui dit « pas dans 1 million d'années ». Et lui répond « donc tu me dis qu'il y a une chance ». C'est exactement ce que le Dr Rose donne comme impression. Parce que ce qu'il dit, c'est que si l'Occident continue simplement de faire pression sur la Russie, il y aura un coup d'État. Poutine tombera, il est vulnérable, il est faible, et il y a des gens à Moscou que l'Occident peut manipuler pour renverser Vladimir Poutine. C'est extraordinairement stupide et dangereux, parce qu'il y a des gens autour de Donald Trump qui croient à cela. Ils pensent que Poutine bluffe. Ils ne comprennent pas la source de la force de Poutine, à savoir qu'il est en train de gagner.
Hé Gilles, dis-moi, cite-moi un seul aspect de cette guerre que Poutine est en train de perdre en ce moment. Juste un seul. Tu ne peux pas. Il gagne sur tous les fronts. Tu sais, ces 7000 morts dont Trump parle, la grande majorité d'entre eux sont des Ukrainiens. Très bien, c'est une guerre d'usure. C'est là que réside l'avantage de la Russie. Et Poutine a dit à Valdai, tout ce que nous avons à faire, c'est continuer à les tuer. À la longue, ils n'auront plus de main-d'œuvre. Peu importe le type d'équipement que l'Occident fournit, si tu n'as pas la main-d'œuvre pour faire fonctionner cet équipement, tu perds. Et c'est la direction que prend la Russie. Et les Ukrainiens sont pris de panique. L'Europe est en panique. Tout le monde panique à ce sujet. Alors maintenant, que faire? Eh bien, Donald Trump a dit qu'on ne peut pas gagner une guerre en restant sur la défensive. Si vous laissez l'autre camp attaquer, vous allez perdre. L'Ukraine doit donc être capable de riposter. C'était son grand argument. L'Ukraine doit être capable de riposter. Mais je veux rappeler à Donald Trump que je crois, en décembre, il a accordé une interview au magazine Time. Et dans cette interview, il a critiqué la politique de l'administration Biden qui permet aux Ukrainiens d'utiliser des missiles d'attaque fournis par les États-Unis, capables de frapper seulement à 3 ou 400 000 à l'intérieur de la Russie, ainsi que la fourniture de renseignements utilisés pour cibler ces frappes. Il a dit que c'était d'une irresponsabilité flagrante, parce que cela crée une instabilité qui pourrait mener à une guerre mondiale, une guerre nucléaire. Et il a ajouté, « Quand je serai président, je ne le permettrai pas. » Les membres du Congrès étaient si préoccupés par cette question qu'ils ont présenté une résolution à la Chambre qui aurait interdit à Biden de vendre des missiles HIMARS à l'Ukraine et interdit tout soutien fourni par les États-Unis, logistique, communication, renseignement, qui faciliterait leur ciblage, car c'est intrinsèquement déstabilisant. Voici donc le système ATACMS. Et maintenant, Donald Trump dit « Non, je vais donner des Tomahawk à l'Ukraine. » Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est, à mon sens, d'un danger bien plus grand que les missiles ATACMS. Qu'est-ce qui a changé ni taille? Le FBI a commencé à bricoler avec notre système, comme à son habitude. Merci FBI. Mais vous savez donc, encore une fois, c'est un problème politique. L'aspect clé ici, c'est que les gens pensent que la Russie bluffe. Voyez-vous, les gens croient que la Russie est faible parce que, eh bien, le monde occidental a piétiné les lignes rouges encore et encore. Beaucoup de ces lignes rouges ont été créées par l'Occident, mais d'autres étaient implicites du côté de la Russie, disant, en gros, si vous faites cela, vous allez aggraver les choses. Et puis ils l'ont fait, et la Russie apparemment n'a rien fait en réponse. Voilà où le Dr. Rowe et les autres se trompent complètement. La Russie a tout fait en réponse. La Russie a tué des soldats ukrainiens. La Russie a mis en déroute l'armée ukrainienne. La Russie détruit les infrastructures ukrainiennes. La Russie détruit l'industrie de défense de l'Ukraine. La Russie domine économiquement. Rien de ce que fait l'Occident n'a un impact significatif sur la Russie. Des pénuries de gaz, peut-être en Crimée. Les prix du gaz augmentent, peut-être un peu à Moscou. Mais il n'y a pas de fil de voiture dans toute la Russie. Parle aux Russes, Gilles. Ne regarde pas la télévision russe et ne consulte pas les chaînes Telegram pro-ukrainiennes. Regarde la réalité de la Russie. Il n'y a pas d'impact significatif. La Russie s'est préparée à tout, car Poutine est un penseur stratégique. Plutôt que de regarder la télévision russe, Gil Doctorow devrait probablement suivre le président lorsqu'il se déplace en Russie, rencontrant divers gouverneurs et organes de gouvernance locaux pour discuter de la manière dont ils vont surmonter ces problèmes.
Lisez les comptes rendus des réunions tenues à Moscou entre Poutine et le gouvernement russe, les différents ministères et autres qui parlent d'énergie, etc. Et vous comprendriez qu'il existe ici un plan stratégique, que rien ne s'est produit qui ait pris la Russie par surprise. La Russie préférerait-elle que ses raffineries ne soient pas touchées? Absolument. Qui ne le voudrait pas? Mais la Russie comprend qu'il s'agit d'un conflit et qu'il y a donc un prix à payer. Mais les gens disent, eh bien, pourquoi la Russie ne réagit-elle pas de manière décisive? À quel point voulez-vous que la Russie soit plus décisive? Ils massacrent les troupes ukrainiennes sur le champ de bataille dans le cadre d'une guerre d'usure que la Russie a adoptée comme principale approche pour résoudre le conflit en sa faveur. Ils ont renoncé aux grandes offensives. Ils ont renoncé à une campagne de bombardement stratégique. Pourquoi? Pourquoi ne décapitent-ils pas la direction ukrainienne? C'est simplement quelque chose que tous ces gens soi-disant pro-russes ne cessent de répéter, parce qu'ils ne comprennent pas la Russie. Si vous prônez l'élimination du régime ukrainien, alors vous ne comprenez pas la Russie d'aujourd'hui. Par exemple, lorsque j'y étais en août, j'ai été invité par le Club de l'Unité nationale. Ils sont en quelque sorte un prolongement de l'État de l'Union. L'État de l'Union est une relation politique et économique entre la Russie et la Biélorussie. Mais lorsqu'ils parlent de l'idéal, ils évoquent les trois sœurs. Il y a une troisième sœur quelque part. Cette troisième sœur, c'est l'Ukraine. L'État de l'Union n'existe véritablement que lorsque la troisième sœur rentre à la maison. Et si vous ne comprenez pas que la Russie considère l'Ukraine comme la troisième sœur, alors vous ne comprenez pas la Russie. Et vous ne comprenez pas pourquoi Poutine agit comme il le fait. Poutine est en train de gagner cette guerre. Il la domine, en réalité. Les gens doivent comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la Russie contre l'Ukraine. C'est la Russie contre l'Occident collectif. La Russie contre l'ensemble des capacités industrielles et militaires de l'OTAN. Elle surpasse les États-Unis et l'OTAN réunis d'une bonne marge. Elle produit de meilleures armes en plus grande quantité. Que veut-on que la Russie fasse? Parce que la Russie est en train de gagner. Tout ce que des observateurs extérieurs comme Doctorow et d'autres préconisent mènerait la Russie sur une voie complètement différente. Une voie qui conduit inévitablement à l'escalade. Et l'escalade mène à un type de conflit tout à fait différent, avec des résultats très éloignés de ceux que la Russie recherche actuellement. La Russie ne cherche pas à détruire physiquement l'OTAN, ni à occuper l'Europe. La Russie cherche à ramener l'Ukraine dans son giron. C'est tout. C'est tout ce qu'elle veut. Et ils gagnent. Ils réussissent selon leur propre calendrier. Tous ceux qui sont frustrés par Poutine fonctionnent selon un calendrier indépendant de la réalité russe. C'est un calendrier belge ou un calendrier de Washington, D.C. Voilà. Mais revenons maintenant à l'essence de votre question sur le Tomahawk. Tout d'abord, parlons de Valdai. Là encore, c'est l'une des sources d'angoisse et d'inquiétude pour des gens comme Phil Doctorow et d'autres. Vous savez, Poutine a dit plusieurs choses à propos du Tomahawk. D'abord, il a dit que c'était un vieux système. Il existe depuis un certain temps. Nous le connaissons bien. Nous pouvons l'abattre. Cela ne changera en rien la réalité du champ de bataille. Nous maîtrisons la situation. Mais si l'Amérique l'utilise, cela change fondamentalement la relation entre les États-Unis et la Russie. À un moment où l'on commence à voir la lumière au bout du tunnel, cette décision reviendrait essentiellement à refermer le tunnel. Il en est conscient et garde une approche réaliste. Il comprend le lien entre cela et, par exemple, la possibilité de poursuivre les discussions, les négociations sur la réduction des armements stratégiques. Le traité New START arrive à expiration, mais Poutine a proposé un moratoire d'1 an. Et en gros, si les États-Unis vont de l'avant avec le système Tomahawk, cela mettrait fin à ces discussions. Mais on ne perçoit aucune panique du côté russe, car il suffit de lire sa déclaration.
La Russie est très à l'aise avec sa position actuelle en matière de dissuasion nucléaire stratégique. Un armement moderne, capable de déjouer n'importe quel système de défense aérienne, et qui confère à la Russie une grande flexibilité et une capacité considérable. Ils ne sont pas inquiets. Aimeraient-ils avoir un régime de contrôle des armements? Bien sûr, si les États-Unis le souhaitent, ils iront dans ce sens. Mais si ce n'est pas le cas, la Russie est à l'aise là où elle en est. Il n'y a donc aucune panique du côté de Poutine. Maintenant, l'autre point, c'est que les Russes comprennent qu'on ne peut pas simplement prendre pour argent comptant l'idée que Donald Trump claque des doigts et que dès le lendemain, des Tomahawks apparaissent en Ukraine. Ce n'est pas si simple. Tout d'abord, Trump a exposé un cadre dans lequel des Tomahawks pourraient être fournis. Et ce cadre passe par un État membre de l'OTAN. Les États-Unis ne fourniraient pas directement les Tomahawks à l'Ukraine, mais ces Tomahawks seraient livrés à l'Ukraine par un intermédiaire de l'OTAN. Eh bien, ça réduit sérieusement le champ des possibles. Un seul membre de l'OTAN possède aujourd'hui la capacité Tomahawk, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a aucune intention de céder ses Tomahawks. Ces systèmes sont liés à des accords américano-britanniques concernant l'accès aux satellites utilisés pour guider les Tomahawks, ainsi qu'à l'accès au chiffrement qui permet les communications nécessaires à leur guidage. Il y a une autre nation, les Néerlandais. Je crois qu'en 2018, ils prévoyaient une première livraison, qu'en 2023, ils ont commencé les essais, et que plus tôt cette année, en avril 2025, ils ont effectivement testé un Tomahawk depuis l'une de leurs frégates. Et ils ont conclu un contrat pour l'acquisition de plusieurs centaines de missiles Tomahawk. La livraison commencera en 2028. Donc si le Tomahawk doit être fourni à un membre de l'OTAN et que ce membre de l'OTAN doit ensuite le fournir à l'Ukraine, à moins d'accélérer cette livraison, 2028 est la première date à laquelle les Néerlandais le recevront. Et ensuite, je suppose que s'ils le transfèrent immédiatement à l'Ukraine, l'Ukraine le recevra. La dernière fois que j'ai regardé le calendrier, nous étions en 2025. Et la dernière fois que j'ai regardé le nombre de morts sur le champ de bataille, l'Ukraine ne sera plus là en 2028, compte tenu du rythme actuel des pertes. Donc, dès le départ, nous avons un problème. L'autre chose, c'est que le Tomahawk, c'est pas une arme miracle. Vous savez, je connais très bien le Tomahawk. Pendant la guerre du Golfe, nous avons utilisé des Tomahawks partout. J'étais inspecteur INF. Dans mon sous-sol, j'ai l'ailette d'un Tomahawk lancé depuis le sol qui a été éliminé dans le cadre du traité INF. C'était considéré comme une arme extrêmement déstabilisante en 1987 lorsque le traité a été signé, et nous nous en sommes tous débarrassés. J'ai les restes d'un Tomahawk qui a été découpé dans le cadre du traité. Pendant la guerre du Golfe, nous avons utilisé des Tomahawks lancés depuis les airs contre les Irakiens, et nous avons utilisé des Tomahawks lancés depuis la mer contre les Irakiens. Vous savez, j'ai signé de nombreux documents dans ma vie, des accords de confidentialité, etc. Et il y a un chiffre dont on n'a toujours pas le droit de parler, même si la guerre s'est terminée il y a plus de 30 ans. Ce chiffre, c'est le nombre de Tomahawks qui ont réellement atteint leur cible. Maintenant, on peut faire le calcul et comprendre pourquoi. Parce que si le taux de réussite avait été de 100%, on dirait « Oh mon Dieu, le Tomahawk était parfait ». Ce n'était pas le cas. Et il y a une raison pour laquelle on ne veut pas que vous sachiez ce qu'il en est. Parce que le Tomahawk n'est pas si bon que ça. Il ne l'est tout simplement pas. Et les choses empirent avec le temps, car à mesure qu'on l'utilise, les gens apprennent à le repérer et à l'abattre. Nous avons utilisé le Tomahawk contre la Syrie à plusieurs reprises et il a été brouillé. Ils ont manqué leur cible, plusieurs d'entre eux. Encore une fois, réfléchissez-y.
Certains d'entre eux sont simplement tombés dans les champs sans être endommagés et ont été récupérés par les Syriens, puis transférés aux Russes. C'étaient des blocs Forth avancés, donc les Russes ont tout sur eux, intact. Ils les ont démontés, les ont examinés et ils ne sont pas du tout paniqués. Le Tomahawk ne fonctionne tout simplement pas. 35 ont été tirés contre Ispahan lors de l'opération américaine. La dernière fois que j'ai vérifié, Ispahan est toujours debout. Vous savez, il faudrait une multitude de Tomahawk pour détruire une installation industrielle. Nous en avons tiré des dizaines contre Taji pendant la guerre du Golfe, et j'ai inspecté Taji à de nombreuses reprises en tant qu'inspecteur. C'est toujours debout. Oui, il y a eu des dégâts, mais ils ne l'ont pas mis hors service. Et ils n'ont certainement pas détruit tout ce qu'il y avait à Taji qui valait la peine d'être détruit. Donc l'idée que l'Ukraine va recevoir une poignée de Tomahawks et soudainement changer radicalement le cours de la guerre n'est qu'un rêve éveillé, un pur fantasme. Le Tomahawk n'est pas un facteur décisif. Tout d'abord, la grande majorité des Tomahawks tirés seront abattus. Ceux qui ne le seront pas, beaucoup tomberont en panne et n'atteindront pas leur cible. Et ceux qui atteindront leur cible, ils ne causeront pas tant de dégâts que ça. Donc cette arme miracle n'en est pas une du tout. Et les Russes le savent. C'est pourquoi Poutine ne panique pas. Que voulait-il que Poutine fasse? Qu'il se lève, devienne tout pâle et dise « Oh mon Dieu, un Tomahawk !» Si vous faites cela, ce sera la fin du monde. Nous ferons ceci, cela et encore autre chose. Et maintenant, vous êtes entré dans la tête de Poutine. La raison pour laquelle la Russie gagne la guerre, c'est que vous ne comprenez pas la psychologie de Poutine. Poutine sait qu'il est à l'aise avec ce qu'il fait. Il ne va pas surréagir. Mais l'autre point, et c'est là, encore une fois, que les déclarations du Dr. Rowe sont extraordinairement dangereuses, c'est que les gens pensent que la Russie bluffe. C'est ça, le grand problème. Parce que la Russie n'a pas surréagi. Les gens supposent qu'elle bluffe. Mais la Russie a simplement décidé qu'elle allait gagner la guerre, ne pas jouer le jeu de l'OTAN et ne pas mordre à l'hameçon chaque fois qu'on lui tend. Et les Tomahawks sont des appâts conçus pour provoquer une réaction des Russes. Poutine ne mord pas à l'hameçon. Mais cela est perçu par ceux qui ne comprennent pas la réalité russe comme une faiblesse. Et malheureusement, les gens autour de Trump disent « Non, ne t'inquiète pas, les Russes bluffent ». Le même conseil a d'ailleurs été donné à Biden. Les Russes bluffent. Eh bien, les Russes ne bluffent pas. Je veux dire, à un moment donné, une ligne rouge sera franchie, obligeant la Russie à agir. Mais tant que cette ligne rouge n'est pas franchie, pourquoi la Russie gagnerait-elle cette guerre? Pourquoi la Russie aurait-elle besoin de faire quoi que ce soit pour changer de cap? C'est ce que veut l'Occident. Il veut que la Russie s'écarte du chemin vers la victoire sur lequel elle se trouve actuellement. Parce qu'en ce moment, ce chemin ne mène qu'à la victoire russe. Nous voulons les détourner de cette voie, et la question des Tomahawks est conçue précisément pour cela. Ce n'est pas un élément décisif. Cela ne va pas faire gagner la guerre à l'Ukraine. Mais cela pourrait entraîner une série de mauvaises évaluations qui finiraient par plonger les États-Unis et la Russie dans une guerre nucléaire. Je veux rappeler que la doctrine nucléaire russe stipule clairement que lorsqu'une puissance nucléaire permet à une puissance non nucléaire d'attaquer la Russie, celle-ci considérera cette attaque comme provenant de la puissance nucléaire. Si les États-Unis fournissent à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk à capacité nucléaire, il est impossible de prévoir la réaction de la Russie. Mais il existe un risque que la Russie considère cela comme une attaque nucléaire provenant d'une puissance nucléaire. Do you think that
let's put it this way. We've learned from Keith. Disons les choses ainsi. He said that Nous avons appris de Keith Kellogg qu'il a déclaré que des hauts responsables à Washington lui avaient dit que la Russie ne pouvait pas gagner la guerre. Ensuite, il a proposé de nouvelles idées sur la manière d'aller de l'avant et de parler avec les Russes avec une certaine forme de levier. Mais qui sont ces responsables? Qui leur fournit ces informations? En savons-nous quelque chose? Savons-nous si Tulsi Gabbard? Je ne sais pas qui reçoit quoi. Si Tulsi Gabbard joue un rôle quelconque dans toute cette situation. Parce que nous étions très optimistes à propos de Tulsi Gabbard et de ces personnes qui pourraient changer l'administration, qui pourraient apporter une certaine forme de raison au sein de l'administration à Washington. Eh bien, nous savons ceci. Lorsque Keith Kellogg a été nommé envoyé spécial, il a reçu une équipe et des personnes issues de la CIA, de la DIA, de la NSA, du département d'État, etc., ont été affectées à son équipe de soutien. Chacune de ces organisations que je viens de citer est profondément infectée par la russophobie et peuplée de russophobes. La CIA, en particulier, a depuis longtemps perdu toute capacité à penser objectivement à propos de la Russie. Nous le voyons dans le fait que, par exemple, la haute responsable de la CIA, qui a informé Donald Trump à la veille du sommet d'Alaska, était une ancienne officier nationale du renseignement nommée Julia Gaganis. En 2016, elle était l'officier national du renseignement pour la Russie et les affaires eurasiennes. Et elle supervisait la production de l'évaluation de la communauté du renseignement qui a fabriqué le dossier selon lequel Vladimir Poutine aurait influencé le déroulement de l'élection 2016 en faveur de Donald Trump. C'est une russophobe. Elle ne sait rien de la Russie. Lisez ses écrits. Ils sont d'une ignorance sans borne. Vous savez, elle voit Poutine comme un autocrate. Elle ne comprend pas la démocratie russe. Elle ne comprend pas du tout la Russie, car son esprit est contaminé. Et elle est entourée de personnes comme Fiona Hill et Andrea Kendall Taylor, une autre directrice adjointe du renseignement national. On pourrait énumérer les noms, ils sont tous contaminés. Mais c'est elle qui fait le briefing. Ce sont ces gens-là qui conseillent Keith Kellogg. Nous savons donc maintenant qui sont les responsables. Des personnes liées à ces agences qui fournissent officiellement des conseils à Keith Kellogg dans le but d'influencer sa vision du monde. Mais ce n'était pas nécessaire, car Keith Kellogg lui-même est un russophobe. Le peu qu'il sait de la Russie est complètement faux. Vous pouvez revenir en arrière et lire ce qu'il a publié avant que Donald Trump ne devienne président à propos de l'Ukraine. Vous vous rendez compte que, factuellement, tout ce qu'il dit est faux. Et lorsque vous regardez les rares fois où il cite une source, vous réalisez que la source elle-même est erronée, soit provenant directement d'Ukraine, soit fortement influencée par l'Ukraine. Keith Kellogg est un atout ukrainien. Bon sang, cet homme vient de recevoir une médaille de haut rang de Volodymyr Zelensky. Je veux dire, il travaille littéralement pour le compte de l'Ukraine. Donc vous avez un homme qui travaille pour le compte de l'Ukraine, décoré par le président ukrainien, recevant des informations d'éléments russophobes et pro-ukrainiens au sein du gouvernement américain. Et vous vous demandez pourquoi il dit ce qu'il dit. Voyez-vous cette possibilité? Parce que récemment, j'ai parlé avec Martin Armstrong, et il m'a dit que lorsqu'il discute avec des gens à Washington d'une éventuelle opération sous faux drapeau qui pourrait aggraver la situation en Ukraine, ils lui ont répondu qu'ils savent que cette possibilité existe et qu'elle pourrait avoir une influence considérable, qu'elle pourrait entraîner d'importantes escalades en Ukraine. Alors, pensez-vous que ce soit le cas? Parce que l'Europe est, d'une certaine manière, je ne sais pas, dans le sillage de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, il semble qu'il ait changé d'état d'esprit. Il a une nouvelle attitude, un nouveau ton.
Et ce ton a d'une certaine façon influencé l'état d'esprit des Européens. Ils ont le sentiment que Donald Trump change d'avis à propos du conflit, qu'il apporte davantage de soutien à leur cause, à leur sorte de, vous savez, stratégie en Ukraine. Ce que pensez-vous de cela? Comment percevez-vous l'évolution du comportement de Donald Trump? Essayer de comprendre Donald Trump, c'est comme tenter de lire les feuilles de thé dans une maison de thé turque en utilisant des tasses vieilles de 5 jours. On est censé y discerner l'avenir du monde en observant les feuilles de thé. C'est très difficile. Mais je dirais ceci, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. En ce moment, il y a beaucoup d'ivraie dans l'air. Où est la substance de ce que dit Trump? Par exemple, prenons la question des missiles Tomahawk. À moins d'un changement radical, il est impossible que l'Ukraine reçoive un Tomahawk avant 2028. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Regardez le missile d'attaque à longue portée, l'ERAM, qui a été mentionné. 3200 d'entre eux seraient en route vers l'Ukraine. Un véritable changement de donne, sauf que le contrat prévoit la production d'un seul prototype à livrer ce mois-ci. Prototype, c'est tout. Un seul. Comment en faire 3200? On ne le fait pas. Une fois que la production commencera, et ils n'ont même pas encore construit les lignes de production, elle pourra produire environ 1000 unités par an. Donc pour en livrer 3200 à l'Ukraine, eh bien on revient à ce calendrier de 2028. L'Ukraine n'existera plus en 2028. Kaja Kallas, elle est estonienne, je crois. Oui. Elle dit, nous allons découper la Russie en morceaux, nous allons faire ceci, cela et le reste. Eh bien, elle a écouté tout ce que Donald Trump a dit et elle a percé le code. Vous voyez, je pensais qu'elle était plus bête que Baerbock, mais elle a percé le code parce qu'elle est montée au micro et a dit « Trump s'est lavé les mains de l'Ukraine. Les États-Unis s'en vont et ils nous laissent la situation et nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas les ressources. » C'est ce qui se passe réellement ici. Parce que rien de ce que Trump dit en ce moment, rien de ce qu'il dit, ne se traduit par un véritable changement de facto dans la position américaine. Donald Trump s'est retiré de ce conflit comme il l'avait promis. Il a dit, si je ne peux pas obtenir un accord, si je ne peux pas amener Poutine à la table, je me retire de cette guerre. Il a bien précisé que cela signifiait qu'il ouvrirait la porte à une aide pour permettre à l'Ukraine de survivre, mais que l'Europe devrait assumer cette charge. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et l'Europe ne peut pas porter ce fardeau. Ce n'est pas une histoire de solidarité fraternelle. C'est lourd. Ce n'est pas ton frère. C'est un énorme tas de problèmes que les États-Unis ont déversés sur le dos de l'Europe. Et l'Europe n'a pas la force de le supporter. Voici la réalité de ce dont nous parlons ici. Il n'y a aucun changement. Le changement est superficiel. Le changement est cosmétique. Le changement est de nature politique. Donald Trump agit selon le principe de la paix par la force. Mais cela signifie qu'il faut paraître fort face à ce qui se passe en Ukraine. En ce moment, il n'y a aucune force là-bas. Je veux dire, tout d'abord, savez-vous de quoi l'Ukraine a le plus besoin? Ce ne sont pas des missiles Tomahawk. Ils ont besoin de missiles Patriot. Mais les rapports indiquent que les Russes ont percé leur code. En ce moment, le Patriot affiche un taux de réussite de 6%. 6%, ce n'est rien. Et il n'y a pas assez de missiles Patriot, ni assez de systèmes Patriot. Les États-Unis ne vont pas leur en donner directement. L'Europe doit les acheter, puis les acquérir et ensuite les transférer. Ah, c'est bien. Sauf que les États-Unis ont déclaré « Nous ne vendons rien car nous devons reconstituer nos propres stocks. Nous avons ce conflit potentiel avec la Chine. Nous n'avons pas assez de missiles dans le Pacifique. Nous devons renforcer nos réserves. Israël pourrait entrer en guerre, se battre à nouveau avec l'Iran. Nous devons aligner tout un tas de missiles là-bas. Et puis, il y a nous.
Si les choses s'enveniment avec la Russie, nous aurons besoin de nos missiles. Donc il n'y a pas de missiles disponibles pour l'Ukraine. Et c'est justement ce dont elle a besoin, mais qu'elle ne peut pas obtenir. Je pense donc que quiconque se concentre sur ce que Trump dit plutôt que sur ce qu'il fait, se trompe de sujet. L'Europe dispose-t-elle de systèmes de défense indigènes ou de quoi que ce soit qui pourrait réellement défendre le continent si la situation s'aggravait avec la Russie? L'Europe compte, vous savez, les Français et les Britanniques, qui disposent d'une capacité de dissuasion nucléaire limitée. Mais là, on parle de guerre nucléaire. Et à ce stade, l'Europe cesse tout simplement d'exister. Sur le plan conventionnel, faisons une pause un instant. Franchement, il faut que les gens se mettent à réfléchir sérieusement. Les Ukrainiens ont une armée comprise entre 700 000 et 900 000 hommes, selon le nombre qu'ils peuvent déployer chaque jour sur le terrain. Elle se réduit, mais cela reste la plus grande armée d'Europe. Les Russes, eux, ont quoi? Environ 780 000 soldats engagés dans l'opération militaire spéciale. Ils essayent d'étendre leur armée à environ 1,5 million de soldats, mais ils sont fortement mobilisés par cette opération. Si vous avez 750 000 soldats engagés face à 800 000 soldats le long d'une ligne de contact qui définit l'est de l'Ukraine, et que vous parlez d'une guerre entre la Russie et la Pologne, ou entre la Russie et les pays baltes, tracez simplement cet arc et essayez de calculer combien de soldats cela nécessiterait des deux côtés. Il est presque impossible d'imaginer l'OTAN mobiliser 700 000 soldats pour défendre cet arc. Elle ne le fera pas. Mais il est tout aussi impossible d'imaginer la Russie rassembler 700 000 ou 800 000 soldats pour mener des opérations offensives dans cette zone. C'est, à mon sens, de la stupidité à l'état pur. La Russie peut se défendre et mener des opérations ciblées si nécessaire. Prendre les États baltes ne serait pas très difficile, mais la Russie ne veut pas le faire. Elle n'a aucune inclination à le faire. Mais l'OTAN n'a absolument aucune capacité à affronter la Russie de manière significative. L'OTAN ne peut pas mener d'opérations offensives. Elle n'a tout simplement pas les troupes pour cela. Chris Donahue, vous savez, le général, le commandant qui est intervenu il y a quelque temps et a parlé de neutraliser Kaliningrad. Nous pourrions le faire en très peu de temps, a-t-il dit. Non, vous ne pouvez pas, général. Tout simplement, vous ne pouvez pas. J'aimerais être là, mais avec quelles troupes, au juste? Ils sont entourés par l'OTAN. Enfin, en réalité, ils sont entourés par les États baltes et une partie de la Pologne. Mais si l'on compte les troupes déployées sur place, il n'y en a pas assez pour faire quoi que ce soit à Kaliningrad. Vous allez intervenir avec la puissance aérienne, les bombarder et tout ça. Mais le problème, c'est que Kaliningrad n'existe pas dans le vide. Ce n'est pas une enclave isolée. Cela fait partie de la Fédération de Russie. Et je donnerai environ 1 heure d'espérance de vie au général Donahue à partir du moment où les forces de l'OTAN commenceraient à attaquer Kaliningrad, car cela signifierait une guerre générale avec la Russie. L'un des premiers endroits que la Russie détruirait serait le poste de commandement où se trouve le général Donahue. Ils le tueront. Ils tueront tous les commandants de l'OTAN. C'est la terrible réalité de la guerre. Et c'est là le point essentiel. L'OTAN ne le voit pas. L'OTAN n'est pas une troisième sœur. La Russie ne les invite pas à revenir dans le giron. Ils ne sont pas là à se dire « Ah, nous allons simplement te laisser faire ta crise, parce qu'un jour tu te calmeras, tu rentreras à la maison et nous t'accueillerons à nouveau. » L'OTAN est le mauvais neveu que la Russie va abattre d'une balle dans la tête. Le chien enragé. Si l'OTAN veut se comporter comme un chien enragé, alors elle sera traitée comme un chien enragé. La Russie est l'Atticus Finch du chien enragé dans
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Elle l'abattra dans la rue. Donc tout cela, c'est n'importe quoi. L'OTAN n'a absolument aucune capacité militaire conventionnelle qui puisse réellement menacer la Russie. Elle dispose d'une certaine puissance aérienne, d'avions modernes. Mais regardez la façon dont elle déploie cette puissance aérienne. Et demandez-vous pourquoi, par exemple, quand les Allemands renforcent la Pologne, ils envoient 2 chasseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas une force aérienne expéditionnaire. Ils ne peuvent pas envoyer 2 escadrons, parce qu'ils ne savent pas comment déployer 2 escadrons depuis une base. Ils opèrent à partir de bases fixes, avec des systèmes de soutien fixes qui ne sont pas de nature expéditionnaire. Si vous voulez prendre 2 avions et les déployer sur un aérodrome étranger, il faut amener le soutien nécessaire, et ils n'en ont pas assez pour le faire. J'oublie, vous savez, les Néerlandais font voler quelques avions. Quelqu'un en a déployé 3, peut-être les Britanniques. 3 avions. Incroyable. Les 3 à la fois. Je veux dire, c'est étonnant qu'ils aient réussi à faire décoller 3 avions en Grande-Bretagne. Mais le fait est que l'OTAN n'est pas une puissance aérienne expéditionnaire. Seule l'Amérique l'est. Seule l'Amérique peut faire cela. Et nous nous en détournons. Nous nous en lavons les mains. Donc non, il n'y a rien que l'OTAN possède qui donne des aigreurs à la Russie. Scott, penses-tu que nous allons assister à une nouvelle guerre entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre? Parce que, en regardant le déplacement du matériel militaire et les ravitailleurs aériens qui se dirigent vers... Attends, ta connexion va bien? J'ai manqué une partie. Il y a un vide. Vous passez, je crois, de l'Europe, et soudain nous avons des ravitailleurs aériens qui partent pour le Moyen-Orient. Il y a donc quelque chose entre les deux que j'ai manqué. Oui, ma question porte sur la possibilité d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient. Car je ne pense pas qu'Israël serait capable de mener seul une guerre contre l'Iran. Et voici ce que Steve Bannon a dit à propos de la nature du conflit au Moyen-Orient et de ce qu'il pense de la guerre. Qu'est-ce que Netanyahou avait à faire? Il a inventé, totalement inventé, un mensonge éhonté à propos des Perses. Ils avaient de plus grandes ambitions stratégiques et ne se souciaient pas d'entraîner les États-Unis dans une guerre de 20 ou 30 ans. Cette époque est révolue. Le président Trump s'est affirmé en disant « Hé, tu es un protecteur », qu'a dit Ignatius. Il a donné des ordres, n'est-ce pas? Il a donné des ordres comme il se doit. S'ils veulent y aller seuls, eh bien que Dieu les bénisse. Allez-y, foncez. Mais ne nous entraînez pas là-dedans. Nous ne sommes pas de la partie. Ce qui s'est passé ces dernières années est scandaleux et nous n'avons toujours pas d'enquête sur le 7 octobre. Et croyez-moi, si les mains de Netanyahou étaient propres, il y aurait eu une enquête et elle aurait été bouclée en 30 jours. Notez cela comme votre deuxième principe, car cela va arriver et vous allez être choqués. Il n'y a aucun moyen que cela se soit simplement produit comme ça. Tu sais, Netanyahou a donné une interview hier ou avant-hier. Il a dit que l'Iran avait augmenté la portée de ses missiles à 8000 km. Ils veulent frapper New York, Mar-a-Lago, et ils veulent tuer des Américains. Que se passe-t-il, Scott? Quand tu regardes la situation au Moyen-Orient, quelle est ta compréhension? Tu t'es penché sur la question. Écoutez, le président iranien lui-même a déclaré qu'il pensait qu'Israël allait frapper à nouveau et que l'Iran s'y était préparé. Je ne partage pas cette conclusion, ne serait-ce que pour cette raison. Il faut se rappeler qu'Israël a été celui qui a décroché le téléphone et supplié Donald Trump d'obtenir un cessez-le-feu pendant la guerre de 12 jours. L'Iran, de son côté, était bien content de l'accepter, car il venait de subir un événement comparable à Pearl Harbor,
qui avait éliminé une grande partie de son haut commandement militaire. Et vous savez, les Israéliens ont sorti tous les atouts possibles avec ces flottes de drones secrets, traversant l'espace aérien azerbaïdjanais pour attaquer l'arrière non défendu de Téhéran et de Parchin, ainsi que toute l'industrie de défense qui s'y trouve. Jusqu'à ce point. C'est le sud-est de Téhéran. Tout cela a été frappé par les Israéliens avec une grande efficacité. Je veux dire, l'Iran a été durement touché, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'Iran s'est rétabli. Et à la fin de la guerre, les Iraniens avaient publié des entretiens intéressants avec leurs pilotes. Attendez une minute, l'Iran a encore des pilotes? Je pensais que les Israéliens avaient anéanti toute la force aérienne iranienne. Parce que, où était la force aérienne iranienne pendant cette guerre de 12 jours? Elle faisait son travail. Apparemment, la force aérienne iranienne, y compris ses vieux F-14 et quelques vieux F-4, verrouillait les avions israéliens pendant leurs attaques, car les Israéliens utilisaient principalement ces missiles air-sol Blue Streak. Mais pour faire cela, il fallait essentiellement suivre une trajectoire d'attaque. Et pendant qu'il le faisait, avant le tir des armes, la force aérienne iranienne verrouillait sa cible, obligeant les Israéliens à interrompre, à annuler l'attaque. Ils n'étaient pas abattus, mais ils ne pouvaient pas accomplir leur mission. Les Iraniens perturbaient les attaques israéliennes. Ce n'était pas aussi unilatéral que tout le monde le prétend. Et ce que nous savons aussi, c'est que les Iraniens avaient réussi à contourner le bouclier de défense antimissile balistique israélien. À la fin de la guerre, les Iraniens frappaient des cibles qui causaient de grandes souffrances à Israël. Les Israéliens commencent à reconnaître qu'un plus grand nombre de cibles ont été touchées qu'ils ne l'avaient admis jusqu'à présent. Et cela les a beaucoup inquiétés. Et la haute direction disait à Netanyahou, si nous continuons, ils vont vraiment nous mettre en difficulté. Nous devons arrêter cette guerre maintenant. Nous avons perdu le contrôle du résultat. Alors nous en arrivons au présent. Qu'est-ce qui a changé? Le bouclier de défense antimissile d'Israël a-t-il changé? Vous savez, il y a un livre très intéressant, écrit par un spécialiste britannique du renseignement technique à propos de la Seconde Guerre mondiale. J'avais le nom sur le bout de la langue. La guerre secrète, ou guerre secrète, quelque chose comme ça. Il traite du renseignement technique, comment chaque camp étudie les capacités de l'autre, fait de la rétro-ingénierie, et c'est ainsi que nous avons obtenu le radar allemand, le radar britannique. C'est comme ça que les choses se passent. J'ai été présenté à ce livre par des officiers israéliens du renseignement technique qui travaillaient pendant la guerre du Golfe. En gros, vous savez, les Irakiens tiraient leurs missiles à Hussein. Et plus tard, ils ont utilisé le cours Al-Hussein, qui était une autre variante du missile Al-Hijara. Chacun avait des caractéristiques différentes, des bagues d'assemblage différentes, des configurations différentes, et tout cela. Les Israéliens récupéraient les débris et les rassemblaient dans une zone consolidée qu'ils ont fini par appeler le musée du Scud. J'ai eu l'occasion d'aller au musée du Scud et de le voir, et j'ai parlé aux Israéliens qui avaient fait ce travail. Mais le point essentiel, c'est qu'ils ont étudié chaque aspect du Scud irakien, cherchant des vulnérabilités, des différences, essayant de comprendre ce qui se passait. Je n'ai aucun doute que les Israéliens ont fait la même chose après cette récente guerre de 12 jours. Mais qu'ont-ils appris? Vous voyez, les Iraniens ont déclenché le conflit en tirant leurs missiles vieux de 20 ou 30 ans, saturant le système, le submergeant. Mais ces capacités étaient déjà connues des Israéliens, car il y avait eu True Promise 1 et True Promise 2, ceux dont les Israéliens avaient récupéré les débris. Donc vous savez, ils étaient familiers avec cela. Mais vers la fin de la guerre, l'Iran a commencé à déployer d'autres missiles,
soit des modèles plus anciens avec de nouvelles configurations d'ogives, soit de nouveaux missiles hypersoniques. Et ceux-ci ont eu un effet considérable. Mais les Israéliens, bien sûr, vont examiner les données radar, les données de télémétrie, tous les indices possibles, y compris les débris physiques au sol. Et ils le font. Mais l'Iran n'a pas déployé tous ces systèmes. Ce qui se passait à la fin de la guerre, c'est que l'Iran avait commencé à introduire un nouveau système qui traversait leur défense, comme un couteau chaud dans du beurre. Bam, a détruit un bâtiment. On ne sait vraiment rien de ces systèmes. Ils n'ont pas assez de données. Ils n'ont pas de solution. Et l'Iran construit des missiles de plus en plus récents. Je vais te confier quelque chose. Tu sais, je ne peux pas appeler ça un secret, car les Iraniens ne me disent rien. Mais mon évaluation, c'est que, puisque tout le monde se demande, pourquoi la Russie ne vend-elle pas aux Iraniens le missile Yars? Si les Russes sont vraiment de bons amis de l'Iran, ils donneraient à l'Iran les missiles Yars. Et les Iraniens disent « Oh, on l'a compris. On ne l'appelle pas Ureshnik, mais ça fait la même chose. » Oui, ils l'ont compris. Et il n'y a rien qu'Israël puisse faire à ce sujet. Donc quand on regarde la situation, Israël ne peut pas mieux se défendre qu'il ne l'a fait. Et ce n'était déjà pas suffisant. Les capacités d'attaque de l'Iran sont bien supérieures à ce qu'ils ont montré pendant la guerre de 12 jours. En plus de cela, l'Iran a mis hors service les drones israéliens. Désolé, j'ai des gens qui passent derrière moi. A mis hors service, donc les drones du Mossad. Ils ne pourront plus rejouer à ce jeu-là. Ces usines de drones ont été neutralisées. Les Israéliens ont brisé cet anneau. Vous ne passerez plus par l'espace aérien azerbaïdjanais pour prendre un arrière non défendu, car les Russes ont envoyé des chasseurs MiG-29 avancés, ainsi que d'autres nouveaux avions de combat et missiles. Ils ont mis fin à cela. L'Iran a renforcé ses défenses, continue de disposer d'une formidable capacité de frappe offensive, et la capacité offensive d'Israël ne s'est pas améliorée, pas plus que sa capacité défensive. Alors pourquoi Israël encouragerait-il une guerre avec l'Iran, alors que le bon sens indique qu'il va la perdre? Maintenant, est-ce que l'Amérique va s'y engager? Vous avez parlé de pétroliers et d'avions qui affluent. Chacune des bases à partir desquelles ces avions américains opéreraient est vulnérable à une interception par missile balistique iranien. Et rien ne peut les arrêter. Aucun système de défense américain ne le peut. Alors, qu'est-ce que l'Amérique y gagnerait? L'humiliation? La défaite? Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la guerre est inévitable. Je pense qu'il y a beaucoup de bluff, beaucoup de posture. Mais je ne crois pas que la guerre soit inévitable, car à moins qu'il n'y ait quelque chose de nouveau à proposer qui réaffirme la supériorité israélienne, et ce n'est pas l'inclusion de la puissance de feu américaine, Israël va perdre cette guerre, tout simplement la perdre. C'est pourquoi le président iranien, lorsqu'il s'est adressé aux journalistes la semaine dernière à New York, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être présent pour l'écouter et lui poser quelques questions, était confiant. Je n'ai pas vu un homme effrayé. Je n'ai pas vu un homme inquiet. J'ai vu un homme sérieux, très sérieux et très confiant dans la force de sa nation et de son gouvernement. Il a dit, il pourrait tenter une décapitation s'il le voulait. Ils disent qu'il y a 6 versions de moi. M'avez-vous tué? Nous en avons déjà un de choisi. Vous le tuez, nous en avons déjà un autre de près. Nous descendons 6 niveaux. Vous ne pouvez pas tous nous tuer. Et nous sommes tous du même côté. C'était le message principal qui est ressorti. Car l'une des choses que l'Occident et Israël ont essayé de faire, c'est de fracturer l'Iran, de pousser l'Iran à se diviser en parties constitutives selon les ethnies, séparer les Azéris, les Kurdes, les Arabes, les Baloutches et ainsi de suite, voire de diviser les Perses selon des lignes tribales ou économiques. Et le président iranien a dit qu'il y avait de sérieuses fractures en Iran. Il a été honnête,
Il a dit « Nous avons commis des erreurs ». Je veux dire, il a parlé des femmes comme je n'ai jamais entendu un dirigeant iranien en parler auparavant, en évoquant les problèmes de genre qui doivent être abordés. Je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit des photos de femmes se promenant à Téhéran sans hijab, parce que les Iraniens disent « c'est un problème artificiel dont nous n'avons pas besoin ». Nous pouvons apaiser une bonne partie de la population simplement en disant non aux hijabs. Et il a ajouté « Nous faisons cela, nous réexaminons notre manière d'aborder les questions de genre, tout le sujet ». Mais il a aussi dit qu'après la guerre de 12 jours, il n'y a plus de fracture. L'Iran s'est rassemblé comme jamais auparavant. Certains essayaient de tirer parti des divergences d'opinion entre le gouvernement et le guide suprême. Oui, mesdames et messieurs, pour tous ceux d'entre vous qui disent « Attendez une minute, c'est une dictature théocratique. Si le guide suprême le dit, alors c'est ainsi. » Non, en fait, l'Iran est bien plus complexe que cela. Il a un parlement élu par le peuple. Ils ont une constitution. Il y a des processus, des choses qui se passent. Et le président est en réalité très influent et très puissant d'ailleurs. Et oui, il y avait des divergences entre le président et le guide suprême. Plus maintenant. Il dit qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Tout le monde avance dans la même direction. Ceux qui pensent pouvoir profiter de l'Iran et le diviser devraient y réfléchir à 2 fois. Et c'est pourquoi je ne pense pas qu'il y aura une guerre. Parce qu'une chose que j'ai apprise sur les Israéliens, c'est qu'ils peuvent avoir la pire politique du monde. Et c'est le cas. Mais ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas stupides quant au monde dans lequel ils vivent. Et les Israéliens ont une connaissance approfondie de l'Iran. Une connaissance très approfondie. Et ils ont peut-être observé certaines choses. Quiconque connaissait intimement l'Iran, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais avant la guerre de 12 jours, je parierais n'importe quoi que tu avais remarqué des fractures entre le président iranien et la direction. Tu voyais des divisions dans la société iranienne, beaucoup de critiques envers le président iranien venant du Parlement. Tu l'as vu, je l'ai vu, je ne l'ai pas ignoré, et je ne pense pas que toi non plus, parce que c'est le reflet de la réalité. Et tu sais, cela crée de l'incertitude. Les Israéliens ont vu la même chose. Donc, on ne peut pas reprocher aux Israéliens de croire que s'ils pouvaient faciliter certaines actions à l'intérieur de l'Iran, l'Iran était vulnérable à la fracture. Mais ces mêmes personnes maintenant, écoutez, l'Iran a été recollé à la superglue. Et je veux dire, c'est de la superglue de haute qualité. Ça ne va pas disparaître. Et les Israéliens le savent. Les Israéliens ne sont pas très doués pour l'auto-illusion. Ils agissent parce qu'ils ont confiance dans les résultats. Ils sont prêts à mentir sur certaines choses, prêts à commettre des crimes. Mais au fond, les Israéliens, au bout du compte, sont des réalistes, profondément réalistes. Et je pense que les réalistes qui conseillent Netanyahou sur l'Iran lui disent, ainsi qu'aux dirigeants du Mossad, le Mossad est très bien connecté à l'Iran, que les conditions que nous espérions voir se manifester pendant la guerre de 12 jours en juin n'existent plus. En fait, si nous essayons, cela va se retourner contre nous. Tu sais, Netanyahou dit beaucoup de choses pour des raisons politiques, pour se donner une posture politique. Et les déclarations qu'il a faites à ce sujet, eh bien, il faut se demander, pourquoi aurait-il fait cette déclaration? Pourquoi sortirait-il de manière aussi caricaturale en disant « Ils ont de gros missiles, genre 8000 miles. Ils peuvent atteindre Mar-a-Lago. Ils vont te viser, Donnie, mon grand, toi et Mar-a-Lago, cet endroit que tu aimes en Floride. Ils vont te frapper avec ce gros missile, ce fichu gros missile. » C'était stupide. Stupide. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il a paniqué. Parce qu'en réalité, ils ont frappé l'Iran de toute leur force, et l'Iran a tenu bon. Imagine par exemple
aller dans un bar, regarder un type et dire d'accord, je vais lui mettre un coup direct. C'est comme ça que je vais gagner ce combat. Je vais juste m'avancer et bam, il tombe et bam, avec tout ce que j'ai. Et là, il se retourne et dit, aïe, très bien, allons-y. Et il commence à venir vers toi. Tu viens de lui donner ton meilleur coup. Tu n'en as pas de meilleur. Et ça ne l'a pas mis KO. C'est Israël en ce moment. Ils ont frappé l'Iran avec tout ce qu'ils avaient. Et l'Iran est toujours debout et a commencé à riposter. Ils ont dû mettre la bagarre en pause. Pourquoi Israël voudrait-il recommencer une bagarre de bar avec cette même personne? Leur coup est devenu plus faible. Ce type, lui, s'est entraîné, tu vois. Il est devenu un peu plus fort depuis. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui... Écoute, je peux me tromper complètement. On pourrait se réveiller demain et découvrir que les Israéliens attaquent l'Iran, et voilà. Mais quand je regarde tout dans son ensemble, je ne vois pas de risque immédiat de guerre. Scott, avant de conclure cette session, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 7 octobre, une date très importante en raison de tout ce qui s'est passé depuis. Et Donald Trump a présenté un plan de paix. Penses-tu, compte tenu de tout ce que tu as dit et de la fragilité de la situation de Netanyahou, ils ne sont pas en train de gagner, que cela va influencer leur décision à se montrer plus raisonnable face à ce que l'administration Trump essaie de proposer? Ou vont-ils simplement garder les otages et continuer avec la même attitude que celle que nous avons observée jusqu'à présent? Netanyahou est un animal politique, et sa seule voie vers la viabilité politique passe par le conflit permanent. En temps de paix, les Israéliens se retourneraient contre lui en un instant. Ils le feraient arrêter, le traduiraient en justice pour corruption et d'autres crimes aussi. Je veux dire, Steve Bannon a laissé entendre que le 7 octobre n'a pas encore été pleinement enquêté. Et il y a une chance que lorsque ce sera fait, Netanyahou soit jugé défaillant sur plusieurs points. Donc soit il part en exil, ou peut-être est-ce pour cela que son fils passe autant de temps à Miami, à choisir l'endroit où son père prendra sa retraite, soit il mourra dans une prison israélienne. Voilà son destin s'il y a la paix. Mais il subit, vous savez, une pression politique énorme à cause de la situation des otages. Les personnes qui plaident pour des conditions politiques permettant la libération des otages ne sont pas des partisans d'une solution à deux États. Ils ne sont pas pro-palestiniens. Ils sont simplement frustrés que les otages soient toujours retenus. Alors, une fois les otages libérés, quelle sera la prochaine étape pour Netanyahou? Veut-il vraiment la paix? Et il a largement l'occasion de semer la discorde sur ce sujet aussi. Vous savez, nous ne savons toujours pas si le Hamas va tenir ses engagements. Mais je pense que le Hamas, enfin, prenons encore un peu de recul. La contre-proposition présentée par le Hamas, celle que Trump a approuvée, correspond à peu près à ce que le Hamas dit depuis le début. Il n'y a pas de grande divergence, pas de surprise majeure. Je veux dire, un gouvernement de technocrates, incluant le Fatah. Le Hamas acceptera cela, tant qu'il y aura une présence pour lui. Et le président n'a pas dit non. Le Hamas a déclaré « Nous pouvons nous désarmer ». Ils l'ont déjà dit auparavant. Mais le désarmement doit être lié à plusieurs éléments, dont un qui n'a pas vraiment été abordé. Les garanties de sécurité pour le Hamas. Parce qu'Israël a déclaré qu'il n'avait pas de ligne rouge. Ils bombarderont tout et n'importe quoi s'ils le décident. Le danger ici, ce n'est pas le Hamas. Le danger ici, c'est Israël. Et dans des circonstances normales, je dirais que cette opportunité de paix n'a absolument aucune chance de réussir. Mais nous ne vivons pas dans des circonstances normales, car une dynamique différente est en train de se produire. Une dynamique qui n'a jamais existé auparavant.
Israël est en train de perdre le soutien des États-Unis d'Amérique. Non pas celui du président, mais celui du peuple. Donald Trump a déclaré que le contrôle israélien sur le Congrès américain avait considérablement diminué. Toute l'affaire Charlie Kirk montre que les évangéliques chrétiens commencent à se demander pourquoi nous continuons à soutenir Israël de la manière dont nous le faisons. America First commence à signifier l'Amérique d'abord et non l'Amérique en second après Israël. L'obéissance aveugle et servile de Ted Cruz envers Israël, sa fidélité à Israël, n'est plus dans la ligne dominante. L'idée qu'un sénateur américain dise « Je suis entré au Sénat pour servir Israël » ne passe plus très bien dans un environnement America First. Et ce n'est pas, vous savez, gratter un édifice de granit solide. Je veux dire, nous voyons le soutien à Israël fondre. Et ce président, Trump, a investi une quantité énorme de capital politique dans ce plan de paix. Une quantité énorme. Et si Israël sabote cela, je pense que ce sera la fin d'Israël. Parce que je pense que ce qui se passera, c'est que le mouvement MAGA se retournera contre Israël. Et voilà, c'est terminé à ce stade. Et Netanyahou doit le savoir aussi. Pour cette raison, je suis prudemment optimiste quant au fait que ce plan de paix est une chance. Non pas parce que Trump croit en la paix. Trump croit au prix Nobel de la paix, qu'il essaye de se positionner pour obtenir. Mais ce n'est pas grave. Peu m'importe quelles sont vos motivations, si le résultat est juste et bon. Si l'on revient au moment où tout a commencé le 7 octobre, j'ai en fait écrit un article qui m'a valu beaucoup d'ennuis. Je l'ai qualifié de plus grand raid militaire de l'histoire moderne. Et c'était le cas. Ce n'est pas une attaque terroriste. C'est un raid militaire visant à atteindre des objectifs précis. Et ces objectifs reposaient sur le fait qu'Israël soit entraîné dans un conflit à Gaza qui exposerait la réalité d'Israël au monde. Vous savez, la doctrine de Daïa, dite du fauchage de l'herbe, était connue. Personne n'aurait pu imaginer qu'Israël irait à de tels extrêmes. Mais ils l'ont fait. Je veux dire, être réellement qualifiés de génocidaires par le monde entier. Ils ont aussi fait cela pour libérer les Palestiniens détenus par Israël. C'est pour cela qu'ils ont pris des otages, pour avoir quelque chose à mettre sur la table. Là, ils ont la possibilité d'en obtenir 1200, y compris Barghouti. Son nom figure sur la liste. C'est ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient aussi créer la possibilité d'un État palestinien. Le 6 octobre, personne ne parlait d'un État palestinien. Personne. Aujourd'hui, l'un des aspects clés de ce traité de paix est un État palestinien, une solution à 2 États. Des nations européennes reconnaissent un État palestinien. Si ce n'est pas une victoire du Hamas, alors rien ne l'est. Le Hamas n'allait jamais planter le drapeau sur Jérusalem ni sur Tel Aviv. Tu sais, la Knesset n'allait jamais tomber face à une équipe d'assaut du Hamas. Le Hamas gagne en accomplissant exactement ce dont nous avons parlé. Détruire la réputation d'Israël pour que le monde comprenne la réalité brutale et génocidaire d'Israël. Isoler Israël, libérer les Palestiniens retenus en otage par les Israéliens et ouvrir la voie à la création d'un État palestinien incluant une représentation du Hamas. Alors oui, pour ce 3e anniversaire. Attends, c'est le 3e? Oui, 3e anniversaire de... Non, le 2e. Oui, je crois, 2023, 2025... Les maths version marine, quoi. Mes doigts se mélangent. Bref, c'est un anniversaire. Je pense que nous voyons la possibilité d'une victoire du Hamas. Netanyahou ne pourra jamais l'admettre. Donald Trump non plus. Mais les gens qui s'y connaissent, ceux qui suivent cette question, je pense que Sinoir serait satisfait de ce résultat. Oui. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Non, merci de m'avoir invité. Passez une bonne journée. Toi aussi. Au revoir.